Bienvenue. Alors, une toute petite présentation, puisque c'est la première fois que je viens à l'Université du Temps Libre. C'est un vrai plaisir, mais c'est aussi un défi parce que d'avoir un auditoire éclectique avec beaucoup de niveaux différents, c'est très compliqué pour s'adapter. Donc, je suis Rémi Cabanac, je suis le directeur scientifique du Pic du Midi. Alors, c'est ma fonction principale. Mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est astronome. Et je suis astronome à l'université Paul Sabatier, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Et mon domaine d'activité particulier, c'est l'étude des composantes sombres de l'univers, donc la cosmologie observationnelle. D'où venons-nous ? Et j'aime bien observer les composantes sombres à travers ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Alors, j'ai un petit module de cosmologie et je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail. Mais aujourd'hui, on va commencer très tranquillement par des bases. L'astronomie, c'est de l'astrophysique, c'est donc de la physique appliquée aux astres. Et donc, je suis physicien au départ, et si vous voulez comprendre ce que je vais vous expliquer, je dois vous donner quelques bases de physique. Alors je vous assure, ça va être très simple, mais il faut quand même comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc le module d'astronomie, il est divisé en 6. Alors si je comprends bien, j'ai 1 heure de cours à peu près par module, c'est ça ? 1h30, merveilleux. Ah, ne me dites pas ça, vous allez souffrir. Donc, module, le premier, c'est celui qu'on va faire, c'est le module de mécanique céleste, technique d'observation, et puis je vais parler un petit peu, si j'ai le temps, du système solaire, de la Terre, du système Terre-Soleil, du système solaire dans notre galaxie. Et donc, premier module, aujourd'hui, on apprend ce que c'est que l'astronomie et comment on observe. Deuxième module, dans 2 semaines, alors c'est toutes les 2 semaines je crois, on parlera des étoiles, de la physique des étoiles. Le Soleil est une étoile. On parlera un petit peu de comment les étoiles naissent, vivent et meurent dans notre galaxie et partout dans l'univers. Le module 3 sera orienté au groupe d'étoiles dans lequel on vit. On vit dans une galaxie. Et donc on parlera de notre galaxie que l'on voit la nuit sous forme d'une bande, vous savez, c'est la Voie lactée, et des galaxies, dans le monde des galaxies. Et là on commence à entrer dans un domaine que je connais un petit peu mieux. Donc si jamais vous me posez des questions sur les 2 premières parties, il y a de très fortes chances que je vous réponde « je ne sais pas ». Parce qu'on ne sait pas tout, donc c'est normal. Mais j'essaierai de chercher pour la prochaine fois et pour essayer de vous répondre de la façon la plus claire possible. Module 4, la cosmologie, l'histoire de l'univers. Donc d'où venons-nous ? Ça c'est plutôt mon domaine d'activité. Donc je pourrais en parler avec un petit peu plus d'assurance. Et puis le 5e et 6e module, ce sont des modules un petit peu à part, qui sont issus de conférences que j'ai données au cours de ma carrière. Donc la première parlera plutôt de l'émergence de la vie, alors sur Terre bien sûr, parce que pour l'instant il n'y en a que sur Terre, et puis un petit peu de la recherche de vie dans l'univers à travers ces exoplanètes qu'on cherche et qu'on trouve depuis maintenant bientôt 30 ans. Et le dernier module, si vous n'êtes pas tous épuisés, tout comme moi, ce sera sur les très grands projets contemporains d'observation, et en particulier les immenses projets pharaoniques de télescopes qu'on développe à la fois au Chili et dans l'espace. Voilà. Ça vous convient ? Bon, donc pour l'instant, on commence tranquillement, et on va commencer par quelque chose que je dis souvent à mes jeunes stagiaires quand ils viennent nous rencontrer, c'est essayer de leur faire bien comprendre que l'astronomie c'est une science, et qu'une science ce n'est pas une opinion. Et la façon dont j'aborde le problème, c'est d'abord de définir ce qu'est la connaissance scientifique. Alors là, je l'ai défini en 4 mots: objectif, réfutable, empirique et prédictible. Et je m'appuie bien sûr sur les travaux d'épistémologie des grands philosophes du siècle dernier. Bonjour mesdames, je vous en prie, asseyez-vous. Et non, mais personne ne l'avait. Vous savez, c'était... Bonjour Isabelle. Alors, essayez de trouver une place, j'espère que ça ne va pas être trop plein d'ici là-bas. Et donc, cette connaissance scientifique est objective, et chaque mot a son importance. Réfutable, c'est la définition que donne Popper d'une connaissance scientifique. Elle doit être réfutable.
Et souvent, je donne l'exemple à mes jeunes étudiants, je leur montre ce chapeau et je leur dis, regardez, ce chapeau, on peut faire on a des tas d'opinions sur ce chapeau et on peut avoir des connaissances objectives. Par exemple, ce chapeau pèse 700 grammes, plus ou moins 10 grammes. Ça peut se mesurer, on le prend, on fait la mesure, et une fois qu'on a fait la mesure, s'il pèse 800 grammes, on sait que c'est faux, et on est tous d'accord. S'il pèse 750 grammes, plus ou moins 10 grammes, on est dans la fourchette, et on est tous d'accord que c'est vrai. Mais si je vous dis, ce chapeau est absolument superbe, vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de trouver que c'est stupide, et qu'il est affreux, et qu'il me va très mal, mais je le garderai quand même. Pourquoi ? Parce que c'est vrai et faux en même temps. Et c'est la nature même des opinions, d'être vraies et faux en même temps. Ce sont des opinions qui ne sont pas réfutables. Voilà. Nous, on travaille que sur des données réfutables. L'astrologie n'est pas réfutable, c'est une opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Je pense que c'est une opinion même complètement absurde, mais vous avez le droit de l'avoir, et c'est votre droit le plus strict. Mais on n'entrera pas dans ce domaine-là. Empirique, parce qu'on peut faire des observations qui nous permettent de réfuter les hypothèses. Et prédictible, parce que les modèles d'hypothèses causaux, ceux qui ont été construits sur une base physique, nous permettent de prédire ce que sera notre avenir. Et c'est vraiment cet ensemble-là qui vous dit que vous avez un corpus scientifique objectif construit. Alors maintenant, on entre un petit peu dans le dur. La connaissance scientifique progresse surtout au rythme de la précision des mesures que l'on fait. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel Robert Laughlin qui a écrit ça de façon très juste dans son livre Un univers différent. La connaissance scientifique, la théorie en science, il y a 3 façons de faire de la recherche fondamentale: la théorie, l'observation, la modélisation. La théorie, à partir d'hypothèses réfutables, définit des lois en fonction d'une logique. Les lois sont logiques, mais on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses. Il faut les réfuter. Cette réfutabilité est faite à partir de la recherche observationnelle, qui est l'observation que l'on fait. Une hypothèse fausse va déduire une prédiction fausse, et les observations vont réfuter l'hypothèse, on va l'éliminer. La science, bien sûr, c'est l'élimination de toutes les hypothèses complètement farfelues pour ne garder que celles qui n'ont pas encore été réfutées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore fausses. Et que sûrement dans l'avenir, grâce à la précision des mesures, c'est elle qui nous donne la puissance de la science. C'est notre capacité à faire des mesures objectives de plus en plus précises. C'est elles qui nous définissent les principes fondamentaux sur lesquels on peut baser la causalité de notre recherche. Voilà. On nous dit souvent que la science est une progression entre hypothèses, observations, réfutation des hypothèses, amélioration des hypothèses, observation, etc. Dans un cycle à peu près linéaire. Rien n'est plus fou. La science ne progresse pas comme ça. La science progresse par révolution. C'est quelque chose qui a été extrêmement bien étudié par Thomas Kuhn, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques dans les années 70 » et qui n'a pas pris une ride. Ce que nous dit Thomas Kuhn, c'est que, en dépit de tout ce qu'on peut essayer de faire en tant que scientifique, nous sommes des personnes subjectives comme absolument tout le monde. Et on se trompe en permanence. Et comme on est des personnes normales, on refuse de se l'avouer. Et donc, quand on nous enseigne à l'université un modèle, une hypothèse, eh bien, on va y croire comme si c'était une religion, et on ne remettra pas ces concepts, ces paradigmes de base en question en tant que scientifique. On va vivre toute notre carrière avec ces concepts, et on va essayer de les confirmer en permanence. Toutes les observations qui seront faites vont être faites à travers notre grille subjective, et on va essayer de tordre les données pour essayer de les raccrocher à nos hypothèses qu'on a apprises. C'est triste de dire ça, mais c'est comme ça. Et comment la science progresse ? Elle progresse avec la mort d'un ensemble de chercheurs et l'émergence de nouveaux chercheurs à qui on a donné le choix entre 2 hypothèses. Et ils vont prendre la meilleure, parce qu'ils sont neufs, ils sont intelligents, et ils disent celle-là, elle marche mieux. D'accord ? Mais moi, pauvre astronome, je vais mourir avec mes préconceptions. La science avance par sauts, comme ça, révolutionnaire, où tout le monde meurt, et puis les nouveaux pensent quelque chose de nouveau. Voilà, la science avance comme ça, en réalité. Et elle fonctionne bien quand même, je vous rassure, elle reste quand même objective. Et donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire, les scientifiques, ils ne sont pas objectifs, pourtant la connaissance l'est.
Et alors là, je dois vous avouer quelque chose qui me peine un petit peu, mais au début de ma carrière, quand j'étais en doctorat, j'ai donné un cours à des futurs professeurs du secondaire. Et pendant 6 mois, je n'ai pas arrêté de leur expliquer ce que je viens de vous dire. Les scientifiques, ils ne sont pas objectifs, mais la science est objective. Et puis à la fin du cours, j'ai fait passer un petit sondage comme ça, uniquement en leur faisant croire que c'était une évaluation. Et dedans, il y avait une question: pensez-vous que les scientifiques soient plus objectifs que les autres? Et pensez-vous que la science soit objective ou subjective? Et 80% de mes étudiants m'ont expliqué que les scientifiques étaient plus objectifs que les autres. Et que la science, malgré tout, était quand même subjective. Et là, je me suis dit, je suis vraiment un très mauvais professeur. Et donc, s'il vous plaît, ne pensez pas à l'inverse. Voilà. Alors, on commence par savoir comment on observe. L'empirisme, c'est une expérimentation. En physique, on expérimente. On construit un instrument, on essaie de faire des observations objectives à partir de cet instrument. En astronomie, on ne peut pas construire d'instrument. On ne peut pas prendre une planète, la déplacer pour voir ce qui va se passer. On ne peut pas changer l'âge d'une galaxie. Ces choses-là sont impossibles. On ne peut qu'observer. Et donc, toute notre connaissance vient de vecteurs d'information extérieurs que l'on capture avec nos systèmes d'observation, comme on dit, qui sont des télescopes ou des capteurs qui nous permettent de retenir l'information. Et les vecteurs d'information principal, c'est la lumière. Donc on va passer un petit peu de temps à voir ce qu'est la lumière et ce qu'on en retire en sorte d'information physique sur les objets. Première chose, la lumière, c'est un spectre électromagnétique. Donc vous voyez ici, il y a tout le spectre électromagnétique de la lumière. La lumière qu'on voit, c'est la lumière visible, qui représente une toute petite partie du spectre global des rayonnements électromagnétiques, des plus hautes énergies vers les plus basses énergies. Ce qui change, c'est la vitesse de vibration de la lumière dans le temps, donc la vibration temporelle. Et cette vibration temporelle, en visible, se traduit en couleur. Nos capteurs nous disent la plus haute énergie est bleue, même violette et ultraviolette, et la plus basse énergie est rouge. Et cette graduation, augmentation d'énergie, valable pour le visible, elle est valable pour tout le reste du spectre électromagnétique, que l'on aille des rayons gamma, rayons X, ultraviolets, visibles, infrarouges, micro-ondes, ondes radio et ondes radio longues. Donc tout ceci, c'est le même concept des ondes électromagnétiques. Il n'y a pas que la lumière, il y a d'autres vecteurs d'information en astronomie. Par exemple, les neutrinos. Alors on en reparlera quand on parlera du début de l'univers. Les neutrinos, ce sont des particules élémentaires qui ont été découvertes à la fois d'un point de vue théorique, modélisation et expérimental, par accident comme d'habitude. La sérendipité est très importante en astronomie, et qu'on étudie en faisant de gigantesques réservoirs remplis d'eau lourde, et on utilise le fait que ces particules sont ultra-relativistes, elles vont très très vite, elles s'approchent de la vitesse de la lumière, et que la vitesse de la lumière dans l'eau de ces particules est plus rapide que la vitesse de la lumière elle-même. Donc elles forment une onde de choc, un petit peu comme le mur du son, le son pour un objet qui passe à la vitesse de la lumière. Et cette onde de choc fabrique des lumières bleues qu'on appelle du rayonnement de Cherenkov. Et ce rayonnement de Cherenkov, on le mesure à partir de photocapteurs qui sont tout autour du récipient, et qui, à chaque fois qu'il y a un flash bleu, vous disent « Ah, là on vient de détecter un neutrino ». Alors ça arrive extrêmement rarement. Nous sommes transpercés en permanence par des milliards et des milliards de neutrinos qui nous passent à travers depuis le début de l'univers. Ce sont des particules qui sont très évanescentes, et ici on va en détecter un par hasard tous les mois par exemple, parmi ces milliards. Pourquoi ? Parce que la probabilité que ce neutrino émette un rayonnement est très faible. Pour autant, ce sont les neutrinos qui sont les particules les plus importantes pour nous cosmologistes aujourd'hui, parce que c'est eux qui nous permettent de remonter le plus loin dans l'histoire de l'univers. Avant l'âge des galaxies, avant l'âge même des atomes, les neutrinos existaient, ils ont été émis massivement quand l'univers n'avait que 2 secondes. 2 secondes. Et donc, quand on sera capable de détecter ces neutrinos, pour l'instant on ne sait pas encore le faire, mais quand on sera capable de le faire, on sera capable de remonter à un univers qui est à un âge de 2 secondes. Neutrinos. Deuxième, rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules, ce ne sont pas de la lumière, ce ne sont pas des photons, ce sont des particules réelles de matière, qui sont émises par les corps chauds de l'univers énergétique. Ça peut être
des électrons, ça peut être des protons, ça peut être des noyaux d'atomes. La plupart de nos rayons cosmiques viennent du Soleil à travers le vent solaire. Et donc ces particules interagissent avec la haute atmosphère et fabriquent des sous-particules qu'on appelle des gerbes cosmiques, qui d'ailleurs ont été en grande partie observées au pic du Midi dans les années 30 et même avant. Et une partie de la physique des rayons cosmiques a été inventée au pic du Midi, ici juste à côté. Et donc, les rayons cosmiques nous renseignent sur les phénomènes les plus énergétiques dans l'univers. Les explosions de super-étoiles, les fusions d'objets extrêmement massifs. Voilà, donc, ils émettent beaucoup de particules. Ces particules voyagent à travers l'univers et finissent par interagir avec notre haute atmosphère et on les détecte dans des grands détecteurs immenses. Le plus grand détecteur de rayons cosmiques est en Argentine et il fait 5000 km². Ce sont des bassines qui fonctionnent un petit peu sur la même méthode que celui-ci et qui nous permettent, avec des scintillateurs, de détecter ces objets. Voilà, les rayons cosmiques nous renseignent là-dessus. Et bien sûr, les ondes gravitationnelles qui ont été détectées il y a à peine 10 ans, en 2015 aujourd'hui, pour la première fois, ces ondes gravitationnelles nous renseignent aussi sur la fusion d'objets exotiques dans l'univers. Ici, vous avez l'imagerie des deux trous noirs qui ont fusionné pour la première fois, et vous avez ici les deux détections faites par deux détecteurs différents, indépendamment, et vous voyez qu'elles sont tout à fait corrélées, et qu'elles vous disent que deux trous noirs viennent de fusionner. Voilà, donc ça, ce sont des vecteurs d'information qu'on utilise en astronomie, mais ce ne sont pas les détecteurs principaux. On revient sur la lumière, et la lumière, elle a des propriétés absolument extraordinaires et fondamentales pour nous. La première et la plus importante, c'est qu'elle voyage à vitesse finie. Je vous donne la valeur ici, ça n'a aucune importance, on sait que c'est 300 000 km par seconde à peu près, ça suffit largement. Ce qui est important, c'est pas que ce soit vite, c'est que ce soit fini. Ce qui veut dire qu'elle prend un temps pour aller d'un point A à un point B, et on voit l'objet qui a émis la lumière de la façon au moment où la lumière a été émise. La lumière n'évolue pas pendant son voyage. Donc, si on voit le Soleil aujourd'hui tel qu'il était il y a 8 minutes, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes, on ne sait pas comment il est maintenant, on sait comment il était il y a 8 minutes. Et c'est une propriété qui est gênante quand on a envie de savoir à quoi ressemble une galaxie qui est à 1 milliard d'années-lumière, mais qui est fabuleuse pour savoir à quoi ressemblaient les galaxies il y a 1 milliard d'années-lumière. Il suffit de regarder aussi loin. Et donc on peut remonter comme ça, quasiment jusqu'au début de l'univers, avec les grands télescopes aujourd'hui, grâce à cette propriété. On voit les objets tels qu'ils étaient il y a longtemps. Deuxième propriété extraordinaire, la lumière est une onde. Elle vibre, et elle vibre beaucoup. Elle vibre à la fois dans le temps et dans l'espace. La vibration temporelle, c'est celle qui est liée à son énergie et à sa couleur dans le visible, et je vous en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. La vibration dans le temps vous permet exactement aussi de voir et de développer des techniques d'observation liées au fait que en physique ondulatoire, vous avez des phénomènes d'interférence et des phénomènes de diffraction. Donc ici, vous avez un phénomène d'interférence. C'est exactement comme le son ou comme les vagues sur un lac. Quand vous combinez deux faisceaux de lumière conjoints, vous allez avoir des endroits où la lumière s'annule, ce sont les bandes sombres, et des endroits où la lumière s'ajoute, ce sont les bandes claires. Et ça, ce sont des techniques qu'on utilise aujourd'hui en optique pour augmenter la résolution des télescopes. Et bien sûr, la diffraction. Donc là, vous avez une image de diffraction tout à fait typique. Vous avez ici un faisceau qui est allumé ici et qui passe à travers ce rideau. Et en fait, le rideau, qu'est-ce que c'est ? C'est une matrice de rectangles tissés entre eux. Et donc, la pupille, la forme de réception du récepteur qui est le rideau, est un carré. Et vous voyez, ce carré, il induit des phénomènes très très bizarres dans la lumière, des phénomènes qui dépendent de la couleur. Vous voyez, vous avez des petits arcs-en-ciel qui sont un petit peu dans toutes les directions. Vous avez des points où il y a de la lumière, des points où il n'y en a pas. Ça, ce sont des patterns de diffraction très importants dont on doit tenir compte quand on construit nos télescopes et nos instruments. Et donc, c'est une propriété de la lumière fondamentale. Vous avez ici la forme que va avoir le réseau de diffraction d'une ouverture, comme un télescope, un miroir, et donc vous allez avoir une image qui est toute ronde. Et si jamais vous avez un télescope avec une araignée, un miroir secondaire, vous allez avoir des pics comme ce que vous voyez ici. Et souvent, vous avez des photographies du ciel profond, où vous voyez les étoiles avec des barres comme ça, à lumière. Et bien ces barres que vous avez, ce n'est pas lié à l'étoile du tout, c'est lié à la limite de votre télescope,
qui vous a fabriqué cette espèce d'artefact instrumental qui est un défaut, hein, que on doit vivre avec, et qui est dû au fait que la lumière est une onde. Bien, la lumière est aussi une onde qui vibre dans l'espace. Elle vibre dans l'espace, alors j'entre pas dans le détail, ce sont deux champs électriques et magnétiques qui sont orientés perpendiculairement et qui oscillent dans toutes les directions. Ce qui est important de savoir, c'est que cette vibration spatiale, elle vous renseigne sur la forme de l'objet qui a émis la lumière. Donc pour nous, ça nous donne une information sur la structure de l'objet. Et en particulier, par exemple, quand un objet est allongé ou orienté dans une direction, la lumière va vibrer spatialement dans la même direction que l'objet et on va avoir une lumière polarisée. La polarisation de la lumière, c'est cette vibration spatiale qu'on utilise dans les cinémas 3D et qui vous permet de reconstituer la troisième dimension grâce à cette dimension en polarisation. Donc on fait ça dans les cinémas. Nous, les astronomes, ça nous permet de reconstituer, pour un objet dont on n'a aucune autre information que la polarisation, de reconstituer sa forme, hein, même si on le voit sous forme d'un point, en analysant l'orientation de cette polarisation, si elle est circulaire, linéaire, etc. On entrera un petit peu dans le détail quand on verra les étoiles. C'est quelque chose que l'on fait très très bien au Pic du Midi. On est les meilleurs du monde à mesurer la polarisation dans la lumière des étoiles et à reconstituer la structure tridimensionnelle du champ magnétique des étoiles autour d'elles. Voilà, et là aussi vous avez un exemple, hein, de polarisation linéaire avec un miroir qui renvoie la lumière dans une direction polarisée. Si vous mettez un filtre polarisant opposé, c'est ce que vous avez ici imagé. Donc cette image-ci, ici, le miroir polarisant laisse passer de la lumière qui est réfléchie par le plan de verre. Et ici, on a orienté le miroir polarisant perpendiculairement et la lumière ne place plus. Et on voit à travers le verre. Vous voyez ? C'est le principe des lunettes polarisantes qu'utilisent les pêcheurs pour voir le fond de la rivière aussi. Bien, donc cette polarisation est importante. Encore une propriété importante de la lumière. La lumière est non seulement une onde, mais c'est aussi un corpuscule, un photon, une particule. Et ce photon a une particularité d'être à la fois un objet circonscrit dans l'espace-temps, mais aussi quantisé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir toutes les valeurs. Il ne peut avoir que les valeurs qui lui ont été données par l'objet émetteur. Et vous avez ici deux schémas d'atomes, avec un atome qui va absorber un électron, qui va absorber un photon, excusez-moi, vous savez ce qui tourne comme ça ici, c'est un photon, et vous avez donc le noyau de l'atome, les électrons qui gravitent de façon probabiliste autour du noyau, et puis parfois un photon prend un électron et lui fait changer de niveau d'énergie, et vous voyez que les niveaux d'énergie, ce sont des marches d'escalier. À chaque fois qu'une marche d'escalier est franchie, le photon a été absorbé et toute la couleur de l'objet disparaît à cet endroit-ci. Pourquoi ? Parce que là, ici, il y a une marche d'escalier dans la lumière jaune de cet objet. Quand on réémet la lumière, donc un électron baisse de niveau d'énergie, donc descend une marche, il va réémettre un photon qui a exactement l'énergie de la marche, et là on va le voir sous forme d'émission lumineuse. Vous voyez ? Ça, c'est des processus quantiques associés à la lumière et au processus de la matière, de l'état solide qui émettent cette lumière. Et ces processus nous permettent de savoir quel type d'atomes, quel type d'éléments chimiques sont contenus dans l'objet qui a émis la lumière. Si on voit une raie d'émission, on sait que cette raie d'émission correspond à un atome particulier, une température particulière et une densité particulière. Donc ça nous renseigne vraiment sur la physique de l'objet. La plupart de la lumière qui nous provient d'atmosphères d'étoiles. Et donc, en étudiant cette espèce de code barre ou cette espèce de code génétique de l'étoile, on sait exactement quelle est sa composition en surface grâce aux propriétés quantiques des photons de la lumière. Donc, c'est une propriété absolument fondamentale. Dernière propriété de la lumière, elle est liée c'est aussi une propriété des photons quantiques et du fait que la lumière soit émise par un gaz. Quand une lumière est émise par un gaz, le gaz entre en collision les uns avec les autres. La vitesse des collisions vous donne la température globale du gaz. La plupart du temps, c'est l'hydrogène. Et la courbe de température de cette émission thermique vous donne la forme et la température du spectre émis par ce gaz.
Une surface d'étoile, c'est un plasma. Les atomes entrent en collision entre eux, émettent de la lumière, et ils émettent de la lumière avec cette courbe ici qu'on appelle la fonction de Planck ou la fonction de corps noir. Le rayonnement de corps noir qui a été défini par le physicien allemand Planck et qui a eu besoin de quantiser les phénomènes pour trouver la bonne formule. Et vous voyez que, dépendamment de la température du gaz, la forme du spectre ne va pas changer, mais il va être décalé en température. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la température d'un objet à partir de la forme de cette formule, et on a la température de l'objet au pic d'émission. Plus un objet est chaud, vous avez ici l'exemple d'une flamme qui a été chauffée à 1900 Kelvin, c'est comme les degrés, tout ce que vous faites c'est que vous enlevez 273 degrés. D'accord ? Donc 1900 Kelvin, 3000 Kelvin, etc. Et on monte en température jusqu'à 10 000 Kelvin et vous voyez que la température passe, que la couleur de la flamme passe du rouge au bleu. Plus un objet est chaud, plus il est bleu. Et dans les étoiles, c'est la même chose. Vous regardez dans le ciel, les étoiles bleues sont plus chaudes que les étoiles rouges. C'est dû à cette propriété physique. Tout le monde me suit ? Bon. Vous m'interrompez si ce n'est pas clair. Bien. Voilà. Donc on en a fini avec les propriétés principales de la lumière. On va maintenant aborder la façon dont on capture cette lumière. On capture cette lumière avec des instruments, avec des télescopes. Et les télescopes, vous voyez ici là, toute une série de télescopes en bas de ce graphique, qui sont pour certains pas encore construits, pour d'autres qui sont déjà réformés. Ce sont des télescopes qui observent principalement dans l'optique et dans l'infrarouge. Et je vous ai mis une carte ici, même deux cartes. Là, alors à gauche, vous avez la taille des diamètres d'ouverture des miroirs principaux de ces télescopes, le plus grand étant aujourd'hui le Extremely Large Telescope, qui est en train d'être construit au Chili et qui fera 39 mètres de diamètre, en miroir segmenté. Un truc gigantesque. Et je vous en parlerai dans le dernier module. Teaser. Voilà. Donc, restez avec moi. Et puis, vous avez ce miroir géant, Magellan, ici, qui va aussi être construit en même temps. Puis tous les autres, ils ont l'air d'être tout petits, mais ils sont quand même très grands. Le Keck, c'est deux miroirs de plus de 15 mètres. Et donc, ce sont vraiment des grands télescopes. Et si on fait la taille des télescopes, depuis la création du télescope, alors c'est Galiléo qui l'a observé vers le ciel, mais en fait c'est Lippershey qui a inventé les télescopes, c'était un néerlandais. Et donc Galiléo a adapté l'invention de Lippershey, qui lui s'intéressait qu'à détecter les voiles ennemies dans la mer, donc c'était vraiment une application de marine. Donc Galiléo, il a tourné vers le ciel, donc 1609 ici, et puis ensuite vous voyez ici c'est une échelle qui est logarithmique, c'est-à-dire chacune des barres correspond à un facteur 10, c'est pas linéaire, donc vous avez 0,1, 1, donc 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Et vous voyez que les grands télescopes aujourd'hui font plus de 1000 fois plus la taille des premiers télescopes de Galilée. Pourquoi je vous parle de la taille du télescope ? Parce que la sensibilité d'un télescope dépend de la taille de son miroir primaire. C'est comme votre œil, le télescope c'est un œil. Donc plus l'œil il est grand, plus il est sensible. Et puis derrière le télescope, bien sûr, vous allez accrocher un instrument, vous allez accrocher un cerveau. Chez vous, c'est le cerveau qui analyse la lumière, votre cerveau est très intelligent, vous avez un œil tout petit, et l'œil en fait est un très mauvais récepteur pour la science. Il est très non linéaire, il est très peu sensible, il n'est pas bon. Aujourd'hui, on a des détecteurs, et je vous en parlerai, qui sont beaucoup plus sensibles, ne serait-ce que les caméras que vous avez dans vos téléphones, et toutes les caméras qu'on a développées à partir des années 90 et l'ère des semi-conducteurs. Mais derrière, vous avez un grand télescope, vous avez un grand œil. Et donc, plus vous avez un miroir grand, plus vous allez voir des objets faibles sur le ciel, lointains et résolus. Et ici, vous avez une autre façon de voir la chose, qui est le rapport entre la sensibilité des télescopes et la sensibilité de l'œil. 1, c'est l'œil, on est là, nous. C'est 1. Galilée, il avait un facteur environ 30 par rapport à l'œil. Et vous voyez comme ça, et de nouveau ici, c'est une échelle logarithmique. Donc il y a un facteur 10 à chaque échelle. Et vous voyez que les grands télescopes aujourd'hui, le MTT, qui reste encore petit par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, ils sont déjà 1 million de fois plus sensibles que l'œil. Et le plus grand télescope qui est en train d'être construit, lui, c'est plutôt 1 milliard de fois plus sensible. Le télescope qui est ici. Alors, on y reviendra.
Donc on fait ça avec des télescopes. Le problème, c'est qu'entre nous et le ciel, il y a l'atmosphère. Et que l'atmosphère nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire en tant qu'astronome. Et là, je vous donne des exemples. Alors, ce sont des schémas qui vous renseignent sur la sensibilité de nos instruments à travers le temps. Donc là, plus on est sombre, plus on est ancien. Ici, donc le jaune clair, c'est 1999. Orange et jusqu'à sombre, c'est 1900, dans les années 40. D'accord ? Donc chacun des schémas en bas vous donne des zones claires et des zones sombres qui datent de quelques années. Et vous avez ici le spectre. Donc ici, vous avez le spectre en longueur d'onde. Donc, quelles sont les longueurs d'onde qui sont devenues accessibles à nos télescopes en fonction de l'époque. Et vous voyez que dans les années 40, on ne voyait qu'une toute petite partie du spectre. Et qu'aujourd'hui, la totalité du schéma, sur un immense intervalle de longueur d'onde, donc de rayonnement électromagnétique, sont accessibles à nos télescopes. Et vous avez ponctuellement ici des symboles, le triangle, le cercle, l'étoile, qui vous donnent la fréquence principale émise par l'objet astrophysique en question. Vous avez les supernovas, vous avez des objets très massifs, des objets à faible masse. Et vous voyez que grâce au télescope aujourd'hui, on peut détecter tous les objets. Tous les phénomènes énergétiques du ciel sont accessibles au télescope moderne en longueur d'onde. Et alors vous avez ici la résolution en temps, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle on peut faire une mesure. Ici vous avez la résolution spatiale, la précision de l'image. Et ici vous avez la résolution spectrale, à quel point on peut différencier les différentes couleurs des objets. Et vous voyez que dans ces trois cas, on couvre la quasi-totalité du spectre aujourd'hui en 2000. Et aujourd'hui en 2020, a fortiori. D'accord ? Et en haut, vous avez un petit peu le même schéma, où vous avez l'accessibilité d'une énergie donnée ou d'une fréquence d'observation donnée de lumière en fonction de la date, de 1900 jusque dans les années 80. C'est un vieux graphique, mais qui reste encore très vrai. Et vous voyez que le seul domaine qui était visible pour nous et qui était accessible, c'était la lumière visible depuis les débuts de l'humanité, puisque l'atmosphère est transparente à la lumière visible. Mais toutes les autres zones, elles sont absorbées. Et il faut attendre la fin des années 80 pour avoir accès à la totalité des domaines, et en particulier du domaine radio intermédiaire ici, et des domaines gamma et X. Voilà. Donc on progresse, heureusement. Et ici, vous avez un schéma de la transparence de l'atmosphère, donc en fonction de la longueur d'onde, toujours. Donc vous avez ici la lumière visible, qui elle bien sûr est transparente, et puis vous avez en rouge les parties d'absorption absolue de l'atmosphère pour lesquelles on ne peut rien faire. C'est-à-dire que même si on a le meilleur instrument au sol pour observer les rayons gamma, X ou ultraviolets, on ne les verra jamais parce que l'atmosphère est opaque, c'est un mur. Pour pouvoir voir ce type de longueur d'onde, il faut aller dans l'espace. Et donc l'ère spatiale qui a commencé en 1957 avec Sputnik a ouvert aux astronomes tout un domaine d'observation des hautes énergies. Et donc on a recommencé à faire de la physique des hautes énergies et on a découvert tout un monde à cette époque-là. Et vous voyez que les deux seules zones accessibles à la lumière, c'est les ondes radio qu'on a commencé à développer dans les années 40 et puis la lumière visible. Tout le reste, il faut aller dans l'espace. L'autre problème de la lumière, c'est la turbulence atmosphérique. Voilà, vous voyez ici, si vous regardez un petit peu, vous voyez que cette image de la Lune, elle bouge. Elle n'est pas exactement stable. Ce que vous voyez là, c'est le fait que l'atmosphère soit un énorme facteur de floutage des images qui réduit notre capacité à faire des images piquées, à faire des images de bonne qualité. En principe, plus un télescope est grand, plus il vous permet de résoudre des objets, de voir des objets petits. Mais la lumière imprime une limite absolue à la résolution inférieure à laquelle vous pouvez descendre, et cette résolution correspond à peu près à la taille d'un télescope de 50 cm. Si vous construisez un télescope de 1 mètre, vous devriez voir des objets 2 fois plus petits, mais en fait vous ne pouvez pas, parce que l'atmosphère vous limite à la résolution à cause de cette turbulence que vous avez ici. Vous voyez l'image d'un télescope de 8 mètres et ce qu'on voit en réalité. C'est le front d'onde qui est passé à travers l'atmosphère et qui a été complètement dégradé, une espèce de grosse boule. Alors ça, c'est une limitation importante des observations que l'on peut faire depuis la Terre. Pour s'en abstraire, il faut aller dans l'espace.
Mais aller dans l'espace, c'est compliqué. Dernier facteur. Quelle heure est-il? Parce que je parle toujours beaucoup trop. Ça va. Dernier facteur, le parasitage causé par l'humanité, par nous. Hein. On est une espèce extrêmement populaire sur Terre, on est très nombreux, et on a des avions. Vous voyez, chacun des traits ici, c'est une traînée d'avions au-dessus de la Floride. Vous voyez, la Floride, elle est là, c'est la Floride, vous avez ici l'Alabama, etc., et la Géorgie, et vous avez les traînées d'avions, vous voyez, et ça, c'est pris pendant une matinée. Vous voyez. Ce que ça veut dire, c'est que chaque traînée d'avion va produire une absorption et va dégrader la qualité de la transparence de l'atmosphère, de jour comme de nuit, et ça, on doit vivre avec, nous, astronomes, aujourd'hui. Il y a aussi la pollution, la nuisance lumineuse de la nuit. C'est une carte d'émissions lumineuses prise en Europe. On reconnaît bien la France, l'Espagne. Alors nous, on est ici, vous voyez, on est dans un petit trou ici, mais bon, pas grand-chose. D'à côté, il y a Toulouse. Vous voyez, le Toulouse, c'est l'énorme point rouge ici. Le ciel européen est perdu pour l'astronomie. Raison pour laquelle on va au Chili. On va au milieu de l'océan. Parce que là, ici, il n'y a rien. Et donc, raison aussi pour laquelle on essaie de protéger ce ciel nocturne de cette pollution. Au pic du Midi, on a cette réserve internationale de ciel étoilé qui demande aux communes limitrophes de limiter la pollution nocturne. Souvent, les villages éteignent. Si vous avez une chance d'avoir une voix, allez voir votre maire, dites-lui, vous allez gagner de l'argent, coupez l'électricité la nuit. Et vous ferez plaisir aux astronomes, mais pas que. Vous ferez aussi plaisir à toute la biodiversité et à la biosphère en général. Parce que la lumière la nuit, ça ne sert à rien quand on dort. Voilà. Donc, alors ça, c'était les bonnes nouvelles. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler. On peut faire moins d'avions, on peut les avoir moins polluants, on peut couper la lumière la nuit. Quelque chose sur lequel on ne peut pas travailler, ce sont les satellites qu'on envoie dans l'espace. Ça, c'est une constellation Starlink, 60 satellites qui ont été envoyés, et c'est 3 jours après, sur un champ qu'on a observé, donc il y a beaucoup d'étoiles derrière, c'est autour de la Voie lactée, et vous voyez, on a fait une pause de 30 minutes, voici ce que ça produit. C'est impossible à analyser d'un point de vue astrophysique, ce qui veut dire qu'il y a des périodes où on ne peut plus observer en tant qu'astronome avec ces fameux satellites Starlink. Autre exemple ici, les satellites ils se dévient, ils s'élargissent, et donc ça c'est 3 jours après le lancement, et puis ça c'est une vingtaine de jours après le lancement. Vous voyez, c'est une grande caméra qui est utilisée dans un grand télescope de 4 mètres au Chili. Voici ce qu'il obtient, lui, quand il fait une pause d'une dizaine de, je ne veux pas dire de bêtises, 5 minutes à peu près. Vous voyez, ça aussi c'est assez compliqué à analyser. Et le problème des satellites, c'est qu'on ne peut pas les éteindre. Une fois qu'ils sont là-haut et qu'ils tournent, ils tournent. Point. Ils vont tranquillement descendre dans l'atmosphère et finir par brûler, mais la rapidité avec laquelle ils sédimentent dans l'atmosphère dépend de l'altitude de leur orbite. Et là, je vous donne le schéma de ce que ça va ressembler les 12 000 satellites quand ils ont été envoyés de Starlink. Voilà la couverture. Donc on va avoir bien du mal à observer à certaines périodes de la nuit. Alors heureusement pour nous, la nuisance, la pollution est maximale en début et en fin de nuit, mais au milieu de la nuit, le cône d'obscurité de la Terre oblitère les satellites et on ne les voit plus. Donc on peut observer pendant tout le milieu de la nuit. Mais on perd quand même facilement 30% du temps d'observation disponible. Quand vous construisez un télescope qui coûte 1 milliard, vous n'avez pas envie de perdre 30% de votre nuit. Mais c'est comme ça. Alors on discute avec Starlink, on discute avec les personnes, mais c'est un débat qui n'est pas encore clos et la réglementation internationale n'est pas encore très claire. Il y avait une conférence à Toulouse il y a 2 semaines qui était extraordinaire sur justement la réglementation spatiale des satellites, et on fait des progrès mais on n'y est pas encore. Je vous montre ce schéma que j'ai photographié sur l'écran à l'époque. Vous avez le nombre de satellites en fonction de l'altitude. Donc vous avez ici 250 km, puis ici vous avez à peu près 2000 km. Et chacune des courbes vous donne le nombre de satellites en hauteur ici, 400, 300, etc. 400, et en fonction de l'année. En bleu, vous avez le nombre de satellites en 2000. Vous voyez qu'on avait relativement peu de satellites en l'an 2000, il y avait 2 pics. Celui-là, il correspond à peu près à l'orbite de la navette spatiale, donc on pouvait envoyer des satellites facilement. Et puis, vous avez des orbites comme ça qui ont été un petit peu occupées. En 2010, vous avez déjà beaucoup plus de satellites.
Ici, c'est la lumière rouge, et vous voyez que vous avez des pics de plus en plus importants. En vert, vous avez les mêmes données pour 2022, donc l'année dernière. Et là, vous voyez que vous avez une explosion du nombre de satellites. Ici, là, on est le pic qui correspond à Starlink, il est 1/10 de ce qu'il devrait être. Hein. Il monte très très haut. D'accord ? Et donc là, on a une orbite à autour de 550 km, un peu plus, 560, qui est complètement occupée par des satellites. Et vous avez d'autres endroits. Mais ce qui est très très préoccupant pour nous, c'est, vous voyez, l'espace que vous avez entre la courbe rouge et la courbe verte ici. Pourquoi vous voyez, la courbe verte est plus élevée. Pourquoi est-ce inquiétant ? Parce qu'ici, on n'a envoyé aucun satellite. Pourquoi la courbe a-t-elle augmenté ? La courbe a augmenté en raison des collisions des satellites entre eux. Hein ? Donc tout ce que vous avez ici, ce sont des déchets. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Et le syndrome de Kessler catastrophique, c'est un moment de bascule, de pivot, où le nombre de collisions est tellement important qu'il augmente le nombre de débris spatiaux de façon exponentielle et qui bloque complètement notre accès à l'espace. Et les gens sont très intéressés par cette zone-là, et ils ont un peu peur de savoir si ce n'est pas le syndrome de Kessler qui commence dans cette bande particulière de l'atmosphère. Voilà. Donc je ne veux pas être catastrophique, hein, mais il y a du travail, l'espace est encore vide, mais il faut faire très attention à ce qu'on fait. Hein, parce que ici, autant un satellite, ici, à 500 km, il redescend, il sédimente en une trentaine d'années, et il tombe dans l'atmosphère et il brûle, donc il disparaît. Donc en fait, tous les Starlink, il suffit d'attendre 50 ans et ils seront tous disparus. En revanche, les satellites qu'on envoie ici, et ici c'est une autre zone de satellites, de constellation de satellites, ceux-là, ils mettent plus de 1000 ans à retomber sur Terre. Donc là, on est en train de se créer un problème permanent. Voilà. Donc ça me gêne moi en tant qu'astronome, mais ça devrait surtout vous préoccuper, vous, en tant que citoyen. Voilà. Pour autant, nous envoyons des télescopes dans l'espace, et heureusement, parce que c'est grâce à ça qu'on réussit à progresser dans notre observation. Et donc, voici, vous avez ici les télescopes spatiaux et les sondes spatiales principales qui ont été envoyées dans un peu tous les domaines de l'astrophysique depuis le début de l'ère spatiale. Et vous voyez que, c'est ce que je vous disais, on va des énergies les plus grandes, rayons gamma, avec Compton dans les années 90, jusqu'aux énergies les plus faibles, avec Kobe, WMAP, Planck. Ceux-là, ils observent vraiment la radio, ils observent le fond de rayonnement cosmologique, c'est un rayonnement dont je vous parlerai quand on parlera de cosmologie. Et on a ouvert tous les domaines de l'observation au domaine, et c'est grâce à ça qu'on a pu progresser de façon majeure dans les 50 dernières années en astronomie. Et je pointe naturellement sur la partie visible et proche infrarouge. Ici, la raison pour laquelle on envoie un satellite, ce n'est pas pour ouvrir une zone d'énergie qu'on ne peut pas voir, mais c'est pour gagner en résolution. Hein, c'est pour voir les images piquées. Et donc vous avez vu Hubble, dont vous avez vu les images extraordinaires depuis la fin des années 90, les années 80, et aujourd'hui on a le James Webb Telescope, qui est 3 fois plus grand que Hubble, donc il y a 3 fois plus de résolution. On est dans l'espace, on n'a pas d'atmosphère, donc il est 3 fois plus résolu. Il nous donne des images qui sont 3 fois meilleures que Hubble. Et les images de Hubble étaient déjà extraordinaires. Donc là, on a une gamme de progrès dans la capacité à sonder les objets qui est extraordinaire. Et je vous montrerai des images. James Webb nous permet de détecter les premiers objets dans l'univers. Hein, ceux qui ont été émis quand l'univers avait 200 millions d'années. On voit les premières galaxies en train de se former, les premières étoiles. Hein. James Webb nous permet de le faire. Et puis bien sûr Euclide, et ça j'en parlerai quand on parlera de cosmologie. Bien, vous avez ici des graphiques qui vous montrent le nombre de satellites qui ont été envoyés pour la science, hein, c'est que la science. Là on se rapproche un petit peu de nous, et ce sont les sondes spatiales. Donc un télescope, il reste autour de la Terre et il observe le ciel. C'est un télescope qui est envoyé dans l'espace. Une sonde spatiale, c'est un laboratoire qu'on va faire voyager à travers le système solaire pour aller observer les objets in situ. Et donc vous avez ici le nombre d'objets depuis les années 50, le nombre de satellites, les codes couleurs correspondent aux planètes observées, donc Vénus, Soleil, les planètes externes, les petits objets, Mercure, Lune, Mars. Donc les planètes externes, c'est Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune. Et donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'objets. Alors il y a des stars, hein, par exemple la Lune, elle, il y a plus d'une centaine de satellites qui sont allés l'observer.
et on recommence aujourd'hui. Et puis vous avez Mars aussi, en bleu, qui a régulièrement des observations envoyées vers elle. Et bien sûr le Soleil, parce que c'est très important pour nous de connaître notre étoile. Et vous avez ici qui envoie les satellites. Premier, Russie, nombre de satellites lancés. Deuxième, États-Unis. Et puis ensuite, loin derrière, tous les autres, l'Europe, etc. Donc les deux grands partenaires majeurs de la science spatiale, c'est la Russie et les États-Unis, sachant que ici, ce sont les satellites qui ont été envoyés, ce ne sont pas les satellites qui ont réussi. Et en fait, il y a deux... Alors, c'est pas du tout dérogatoire, c'est pas du tout méprisant ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la technique, enfin les stratégies de l'URSS et de la Russie et des États-Unis ne sont pas les mêmes. Les États-Unis, quand ils envoient un satellite, ils veulent qu'il marche. Les Russes, ils l'envoient et puis ils espèrent que ça marchera. Voilà. Et donc, le taux de déchet est beaucoup plus grand en Russie que pour les États-Unis, et notamment sur Mars. 80% des satellites russes ou n'ont pas fonctionné ou se sont écrasés sur Mars quand ils ont essayé de se poser. Et donc en fait, la quasi-totalité des données nous viennent plutôt des satellites américains. Voilà. Allez, on s'arrête, on fait un peu de... Quelle heure est-il ? Pas fatigué ? Non ? Ça va ? Qu'est-ce que j'ai dit que vous n'avez pas compris ? Je vous regarde, faites attention. Bon. On va supposer que vous avez bien emmagasiné ce qu'on a dit sur la lumière et sur l'atmosphère. Et donc là, on va parler un petit peu du système solaire. Donc le système solaire, là, vous voyez, c'est toutes les sondes qui ont été envoyées dans le système solaire. Alors c'est un graphique qui est un peu compliqué, je ne vous demande pas de rentrer dans les détails. Tout ce que vous devez voir, c'est que ici, vous avez des zooms relatifs. Donc le système solaire au complet, il est là. Et ce que vous avez ici, les orbites que vous avez, ce ne sont pas des orbites de planètes classiques, ce sont ce qu'on appelle les petites planètes, qu'on a commencé à découvrir dans les années 80, quand on a eu des très grandes matrices semi-conductrices qui nous permettaient d'observer le plan de l'écliptique facilement. Donc tous ces objets-là ici qui ont des orbites un peu elliptiques, ce ne sont pas ce qu'on appelle des planètes, mais des petites planètes. Les planètes, elles sont là. Vous avez Neptune, Uranus, puis la petite planète qui auparavant était une planète, vous êtes né comme moi avant le temps où on disait que le système solaire avait 8 planètes, il y en avait 9 à notre époque. Pluton, elle est là, et Pluton reste une petite planète qui est un peu différente des planètes qui tournent autour du Soleil, donc on a décidé de la déclasser et de dire que c'était une petite planète Pluton. Donc ici, le système solaire extérieur, on zoome à l'intérieur à partir de l'orbite de Jupiter, Mars. C'est l'orbite de Mars ici, donc ça c'est Uranus, Saturne, Jupiter, Mars. Et vous avez toutes les sondes qui ont été envoyées vers la partie intérieure du système solaire, les parties qu'on appelle les planètes telluriques, c'est-à-dire celles qui ont une surface sur laquelle on peut marcher. Sachant que les grandes planètes extérieures sont gazeuses, on ne peut pas marcher dessus. Il n'y a qu'une atmosphère, et plus on s'enfonce dans l'atmosphère, plus on est écrasé par l'atmosphère, et on finit en spaghetti avant d'avoir trouvé le sol. Donc, les petites planètes, là, elles sont habitables entre guillemets, on peut se promener dessus. Donc tous ces satellites, et puis bien sûr tous les satellites qui ont observé la Terre, le système lunaire à part entière. Donc c'est une sous-partie de ces satellites-là. Alors maintenant on va entrer dans quelque chose qui est très importante. Comment se repère-t-on dans l'espace-temps, en astronomie? On utilise ce qu'on appelle des systèmes de référence. Système de référence, ça peut être spatial ou temporel. Les systèmes spatiaux, ce sont les coordonnées, et les systèmes temporels, bien sûr, c'est l'échelle de temps qu'on utilise. Donc on va commencer par les coordonnées astronomiques. Les coordonnées astronomiques, elles sont réparties de façon je suis parti de ce qui était évident pour nous, en allant vers le moins évident. En général, elles s'appuient sur une symétrie particulière dans un lieu particulier. Les coordonnées horizontales, elles prennent pour acquis que vous êtes sur un espace, sur une plaine, plan, et elles vont construire des coordonnées au-dessus de la voûte céleste en fonction de la géométrie locale. Et donc ce que vous avez, c'est deux coordonnées, comme la latitude et la longitude, mais appliquées au ciel, avec la référence locale qui vous dit, le niveau 0, c'est ce qu'on appelle l'azimut, qui court du sud vers le nord, puis vers le sud. Et cet azimut, il court sur donc plus ou moins 180 degrés,
du nord vers le sud, et c'est ce que vous avez ici sous forme de A. Vous voyez, donc votre horizon il est là. Quand vous êtes au milieu et que vous regardez vers le haut, il y a le point qui est au-dessus de vous, au sommet. Celui-là, on appelle ça le zénith. C'est Z. D'accord ? C'est le sommet des coordonnées de ce qu'on appelle l'altitude, H, qui est la coordonnée en altitude de l'objet. Altitude au-dessus de nous, 90 degrés. À mi-chemin, 45 degrés. D'accord ? Et au niveau de l'horizon, 0. Une altitude de moins 1 vous dit que l'objet n'est pas visible, puisqu'il est sous le sol. Ça va ? Voilà. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un schéma de coordonnées qui est purement local et qui nous demande de connaître l'heure et la date à laquelle on observe, et surtout la latitude de l'objet. Là, vous avez la sphère céleste qui est là, la sphère terrestre, et la sphère terrestre avec l'équateur de la Terre qui est donné ici, et votre point central de coordonnées est ici, et il est orienté tangentiellement à la latitude du lieu que vous occupez sur Terre. Et donc le zénith, il part, la valeur du zénith ici, c'est la valeur de la latitude du lieu. D'accord ? Donc ça c'est le schéma sur Terre, ça c'est le schéma local. Premier système de coordonnées. Et en bas vous avez les valeurs, vous voyez, au nord c'est plus ou moins 180, ça se rejoint, au sud c'est 0, et puis vous avez la hauteur, 0 sur l'horizon et 90 sur le zénith. Voilà. Alors, le problème des coordonnées locales, c'est de trouver un point de référence absolu. Et c'est un problème parce que la Terre n'est pas sphérique. La Terre, c'est une boule dont la position et l'orientation dépendent de ce qu'on appelle la gravitométrie locale. Ça dépend de la densité du sous-sol sur la Terre, sur plusieurs centaines de kilomètres. Ça va dépendre des marées du Soleil, de la Lune. Ça va dépendre de l'attraction relative des autres planètes. Ce qui fait que la Terre, vous voyez, c'est pas du tout une sphère, c'est une espèce de patatoïde que vous avez ici, qui est aplatie au pôle et un petit peu renflée à l'horizon. Alors c'est très exagéré ici, mais c'est une carte du géoïde observé de la Terre. Alors comme on ne peut pas s'appuyer sur un référentiel aussi compliqué, enfin on le fait avec les GPS, avec les GPS on est obligé de suivre cette courbe. Mais avec l'astronomie et les coordonnées célestes, on prend pour acquis que la Terre est un ellipsoïde, un petit peu raplati sur l'équateur, et un peu élargi sur l'équateur et un peu aplati. Et donc cet ellipsoïde de révolution, c'est celui qui est adopté par le système international de référence terrestre, ITRS en anglais. Et donc c'est le système sur lequel on s'appuie et qui est le plus précis à quelques centimètres de la position absolue des objets dans l'univers. Et puis le GPS il a besoin de davantage de résolution que ça sur son altitude, et donc lui il s'appuie sur un système réel qu'on appelle le WGS 84, qui est celui que vous utilisez dans vos GPS dans votre voiture ou dans votre téléphone. Voilà, ça c'était les coordonnées horizontales. Si on a envie d'observer et de savoir où se situent les objets de notre ciel, les étoiles, les objets qui bougent sur la voûte céleste, on utilise plutôt des coordonnées équatoriales qui prennent en compte l'orientation de la Terre dans le système solaire. Et vous avez ici une photographie que vous connaissez sûrement très bien de différents points de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc l'orbite terrestre, elle va dans cet ordre-là, et vous commencez par l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, donc ça c'est l'axe de révolution autour du Soleil, et l'axe de rotation de la Terre, il est incliné d'un facteur 23 degrés 27 minutes, c'est ce qui était indiqué ici. Et donc c'est cette... Alors vous savez, je ne vais pas vous le répéter, ce sont les saisons qui sont rythmées par cette inclinaison de l'orbite terrestre. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir quelle va être la position absolue que l'on va définir de façon arbitraire pour la voûte céleste. Et on a décidé que c'était la position du Soleil au printemps, au moment où l'écliptique, c'est-à-dire l'axe de révolution du Soleil et l'axe de rotation du Soleil, pointent vers le Soleil, qui nous donne l'axe de référence 0 du système de coordonnées. Et on va dire que le ciel est orienté selon l'axe de l'équateur terrestre, donc incliné ici, et donc le pôle nord va être ici, le pôle sud va être ici, et la latitude va être définie comme pour les coordonnées géométriques du reste, géographique, en fonction de la latitude de l'équateur vers le nord et
sur l'équateur lui-même, c'est la longitude qu'on appelle ascension droite. Le zéro de l'ascension droite est défini par le point vernal, c'est le point dont je vous ai parlé ici, et donc c'est le point zéro. Et vous avez donc le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan de l'écliptique est à 23 degrés 27 minutes du plan de l'équateur terrestre. Et donc on utilise ça comme référentiel absolu pour définir les coordonnées équatoriales qui sont de 2. Donc je vous ai parlé de l'ascension droite. L'ascension droite, c'est cette valeur-là, donnée. Et la déclinaison, c'est cette valeur ici qui va vers l'étoile polaire, qui est l'étoile autour de laquelle l'axe de rotation de la Terre tourne en un jour. Et donc avec ces deux coordonnées, ascension droite et déclinaison, vous pouvez décrire la totalité de la position absolue des étoiles sur le ciel avec un référentiel lié à la position du Soleil au printemps. Et donc vous avez un petit peu deux façons de le faire, mais je vais sauter parce que les détails ne sont pas importants. On fait un petit exercice pratique. Alors, retenez ce petit programme là, qui s'appelle Stellarium. Vous pouvez installer ça sur votre ordinateur. C'est un programme merveilleux qui vous permet de savoir comment vous orienter dans le ciel nocturne en cliquant. Donc allez-y. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer les deux systèmes de coordonnées dont je viens de vous parler. Alors, il est là. Hop. Il fait chaud ici, non ? Je m'agite trop. Voilà, donc vous voyez, on va zoomer. Alors vous avez ici la position, alors on est pendant la journée, il m'a pris la position du ciel observée pendant la journée, donc le soleil il est là, le méridien sud il est là, donc ça c'est la direction sud, et puis vous avez l'est vers le côté gauche, l'ouest vers le côté droite, et vous avez deux grilles, vous voyez ces deux grilles, une bleue, une verte sur l'écran. Alors la grille, que je ne me trompe pas, je vais monter, je vais dézoomer, voilà, donc vous avez une grille verte qui rejoint le zénith, ici, ça c'est la grille des altitudes horizontales, donc locales sur le soleil. Et puis le point, la grille bleue, c'est la grille des déclinaisons et la grille équatoriale. Vous voyez, la Terre tourne autour de l'axe polaire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la vitesse de rotation de la Terre, et vous allez voir clairement que la Terre tourne autour du cercle bleu, qui est le centre de l'étoile polaire, c'est la Terre. Donc ce genre d'outil, c'est extraordinaire pour comprendre un petit peu la mécanique céleste et comment se développe le ciel. Donc là, le soleil va se coucher. Alors bien sûr, si je mets l'atmosphère, il fait jour. Voilà. Donc le soleil se couche. Voilà, c'est l'aurore. Et là, on commence à voir les planètes et les étoiles. Alors, on voit les planètes. Je m'arrête ici. Hop. On s'arrête. On s'arrête là. J'ai dit qu'on s'arrêtait. Voilà. Et donc vous avez, si vous regardez bien, les planètes, elles ont l'air d'occuper un plan. C'est le fameux plan de l'écliptique. Toutes les planètes tournent sur un même plan. Et on va y venir très, très vite pour parler de la formation du système solaire. Donc voilà ces deux systèmes de coordonnées. Je sors de cette zone. On lit. Voilà. Troisième système de coordonnées, un système de coordonnées qu'on appelle galactique. Le système solaire dans lequel on est, il est dans une galaxie, qui est cette espèce de grand ensemble d'étoiles qui tournent dans un disque, et on a inventé un système de coordonnées qui est relié au plan galactique. Pourquoi ? Parce que les astronomes qui s'intéressent à la science en dehors de notre galaxie ne peuvent pas observer dans le plan de la galaxie, ils doivent observer perpendiculairement. Et donc on a inventé ce système de coordonnées dans lequel vous avez la longitude galactique qui est égale à 0 quand le Soleil pointe vers le centre de la galaxie et qui augmente du centre de la galaxie vers l'extérieur, exactement comme les coordonnées horizontales de l'azimut, mais ici ça s'appelle longitude. Et puis vous avez la latitude galactique qu'on appelle B, qui est la hauteur de l'objet par rapport au plan de cette Voie lactée. Donc c'est vraiment orienté en fonction de la géométrie de notre Voie lactée, de notre galaxie.
Donc c'est un système de coordonnées qui nous permet tout de suite de savoir où se situe l'objet dans notre galaxie. Les étoiles. Bien. On en a fini pour les références spatiales. On regarde la mesure du temps. Alors la mesure du temps, c'est très compliqué le temps. Vous savez, le temps c'est quelque chose qui est vraiment une invention physique pure et dure. Le temps que l'on utilise en référence en astrophysique, ce n'est pas le temps que l'on sait être vrai, qui est le temps de la relativité restreinte. Le temps de la relativité restreinte, il dépend de la vitesse à laquelle on va, en tout cas son écoulement. Mais en mécanique céleste, comme tous les objets de notre environnement bougent lentement, on applique le temps absolu de Newton et ça fonctionne à peu près. Et donc, la mécanique céleste classique, elle s'appuie sur le temps newtonien qui dit que le temps est découplé du mouvement et de l'espace. Et on a un temps absolu qui est défini par un ensemble d'horloges atomiques qui s'appelle le temps atomique international, TAI, et qui fonctionne à peu près depuis le milieu des années 80 et qui s'appuie sur une moyenne de 200 horloges atomiques dans le monde à différentes positions, et on fait la moyenne tout simplement parce que localement l'horloge atomique est sensible aux géoïdes terrestres, et donc il faut absolument s'abstraire des erreurs associées à l'environnement très local. Et donc ce temps-là, il est quand même très stable. Il est stable et il est découplé de tous les phénomènes physiques qui peuvent s'appliquer dessus. C'est vraiment le temps absolu, défini à mieux qu'un millionième de microseconde. Mais ce temps international, ce n'est pas celui qu'on observe. Nous, on observe un temps qui est lié aux phénomènes astrophysiques et qui dépend de l'univers local dans lequel on est. Et donc on a défini un temps universel qui est un temps astronomique, c'est-à-dire c'est un temps qu'on peut appliquer à ce qu'on a autour de nous. Et donc la métrologie s'appuie plutôt sur ce temps universel qui est le temps référencé à Greenwich à l'heure de midi. Et c'est un temps qui varie constamment. Pourquoi varie-t-il constamment? On le verra tout à l'heure. Parce que la seconde varie dans l'année, puisque l'orbite terrestre est elliptique, elle n'est pas circulaire. Et donc on ne peut pas utiliser ce temps exactement. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un temps universel coordonné, UTC, qui se réfère au temps universel, ici, mais qui s'ajuste de façon à ce qu'il y ait un temps coordonné stable sur l'année et sur le temps, et qui n'est pas éloigné de ce temps-là de plus d'une seconde. Donc chaque fois que ce temps de temps coordonné moyenné s'éloigne du temps universel, hop, on le raccroche. On le raccroche juste en rajoutant une seconde ou en enlevant une seconde à un moment dans l'année. Et souvent, à la radio, on entend parler. On dit « Ah, tiens, on va gagner une seconde, on va perdre une seconde. » Ben, c'est ça qu'on fait. On modifie le temps UTC en fonction du temps universel. Bien, donc nous, on s'appuie sur ce temps UTC. Alors, le temps universel, il est lié à la vitesse de la Terre autour du Soleil. La Terre, elle parcourt sa révolution en 365 jours, 6 heures, 9 minutes. Alors vous connaissez l'histoire du temps julien, grégorien, du rattrapage, des années bissextiles, etc. Donc je ne reviens pas dessus. Mais ce qui est important, c'est de savoir que comme l'orbite est elliptique, au moment de l'hiver, le Soleil est plus proche de la Terre. Et donc la Terre va plus vite. Plus la Terre est proche du Soleil, plus elle va vite. Et donc elle est plus rapide en hiver et plus lente en été. Ce qui veut dire qu'à temps constant, la vitesse de la Terre varie de 29,9 km par seconde à 30,29 km par seconde entre l'été et l'hiver. Donc sa vitesse varie. Et le temps solaire que l'on utilise, eh bien, il dépend de la vitesse de la Terre autour du Soleil. Pourquoi? Vous avez ici un vieux schéma qui vous montre la définition du temps solaire. Et en astronomie, on a deux types de temps. On a un premier temps qui est la Terre fait un tour par rapport aux étoiles. C'est ce qu'on appelle le temps céleste. Et la Terre fait un tour par rapport aux étoiles sur elle-même en 86 164 secondes par jour. Elle fait son tour comme ça et elle retrouve les étoiles au même endroit que la nuit d'avant. En revanche, comme elle bouge dans son orbite terrestre, elle a besoin de faire un petit peu plus de tours pour que le Soleil retrouve la même orientation qu'il avait prise. Donc,
le temps solaire est un petit peu plus long. Lui, un jour solaire dure 86 400 secondes. Et vous voyez qu'il y a un déphasage entre le jour sidéral et le jour solaire. Et donc, le jour solaire et le jour sidéral vont être exactement superposés une fois dans l'année, en septembre, défini le 22 septembre, à l'équinoxe. On a le même temps sidéral et le même temps solaire qui donnent la même heure. Sinon, les deux vont se déphaser de 4 minutes par jour à peu près, pendant l'année. Et on va voir comme ça ce décalage progressif. Le temps sidéral, il est directement relié aux coordonnées équatoriales des objets. On connaît l'heure sidérale d'un objet, on connaît sa coordonnée sur le ciel. Alors évidemment, comme c'était trop simple, je vous l'ai dit, l'orbite terrestre est elliptique. Donc au 3 janvier, la Terre est à 147 millions de kilomètres du Soleil. En hiver, en juillet, la Terre est à 152 millions de kilomètres du Soleil. Vous voyez un petit décalage. Et ce petit décalage, il se traduit avec une vitesse constante du temps à un mouvement apparent du Soleil qui dépend de la période de l'année. C'est ce qu'on appelle l'analème. Vous voyez ici l'analème. C'est sûr, c'est l'analème qui a été pris à l'observatoire de Greenwich en 2006. Et vous voyez que le Soleil a du retard par rapport à la position qu'il devrait avoir à une période de l'année. Et ce retard, il est directement relié à la vitesse de la Terre dans son orbite elliptique. C'est ce qu'on appelle l'équation du temps. Donc si vous voulez calculer exactement la position du Soleil, vous devez tenir compte du fait que la Terre a une vitesse qui est variable autour de son orbite elliptique. Et vous avez ici les 3 courbes. Cette variabilité, elle dépend de l'ellipticité et de l'inclinaison de l'orbite qu'on appelle l'obliquité de rotation de la Terre, qui vous donne l'équation du temps total, qui est la valeur rouge ici. Alors nous, bien sûr, quand on fait une orbite de précision, on est obligé de tenir compte de tous ces faits. Alors on va approcher, on en a fini avec la référence avec le temps, on va approcher maintenant davantage de la physique du système solaire et des mouvements terrestres. On a vu le mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil, qui est un mouvement elliptique, le mouvement de la Terre elle-même. Comme la Terre n'est pas sphérique, il y a des effets non linéaires qui sont impactés à cause de la forme non sphérique de la Terre dans son orbite et dans son inclinaison. Et un des effets qu'on appelle la précession, c'est un effet qui fait tourner la Terre sur son orbite comme ceci. Elle tourne comme ça, et elle tourne comme ça en 26 000 ans. C'est très lent. Mais pour nous, c'est très rapide, parce que d'une année sur l'autre, la position absolue des objets a changé sur le ciel. Et donc on est obligé de tenir compte de cette précession. Donc cette précession qui dure 26 000 ans, c'est ce qui est imagé ici, dans l'orbite de la Terre. Ça fait bouger le ciel entier d'un facteur, d'une fraction, d'une année sur l'autre. Et puis il y a un deuxième mouvement qui lui est dû à l'impact des autres planètes autour de nous et aux impacts secondaires des effets de marée, qui va faire osciller la Terre autour de cet axe de précession, de ce cercle de cette précession. Et cette amplitude ici, elle est assez petite, elle est autour de 10 secondes d'arc sur le ciel. Alors vous savez, 1 degré c'est 3600 secondes, eh bien c'est 9 de ces 3600 secondes de degrés sur le ciel qui font bouger, osciller la Terre, mais cette oscillation est beaucoup plus rapide. Elle est d'une vingtaine d'années, donc en 20 ans, la Terre passe d'un sommet à un autre dans cette oscillation. Et donc ces deux mouvements-là ont un impact sur la mesure exacte, absolue, de la coordonnée des objets sur le ciel et des étoiles. Et donc, on est obligé, nous astronomes, de fixer les coordonnées à un temps donné, ce qu'on appelle une époque, en disant la Terre, elle a bougé, elle précesse, et donc on va fixer des époques où on va utiliser toujours les mêmes coordonnées terrestres plutôt que de les changer tous les ans. Ce qu'on appelle une époque. Donc pendant des années, on a utilisé 1950B comme étant la référence. Aujourd'hui, on utilise le repère J2000, qui est la position de la Terre, son axe de précession dans l'univers, en l'an 2000, et c'est la référence absolue qu'on utilise, et qui est fixée par la position en fait, d'un certain nombre de pulsars dans le ciel qui ne bougent pas et qui nous donne une métrologie extrêmement précise. À midi, en temps universel. Voilà. Et donc c'est l'origine temporelle et spatiale de notre système de référence en absolu. Aujourd'hui, quand vous verrez une coordonnée, derrière vous allez voir ce J2000, c'est ça que ça veut dire. Bien. Allez.
Beaucoup d'informations. Hein. Mais bon, concentrez-vous. Là, ça va être plus simple. On va voir le système solaire. Le système solaire, c'est l'endroit dans lequel on vit. Et ce système solaire, bien entendu, c'est d'abord une étoile. Vous voyez ici, je vous ai marqué un petit graphique qui est tiré d'une excellente fiche là, que je vous conseille d'aller récupérer à la Cité des Sciences. Vous avez la taille du Soleil et la taille respective des planètes du système solaire. Ramené à la masse totale de matière dans notre système solaire, le Soleil représente 99,87% de la masse. D'accord ? La quasi-totalité de la masse du système solaire est là. La planète suivante, et là je vous ai mis les masses relatives de chacune des planètes, en partant du Soleil et en allant vers l'extérieur, rapportées à la masse terrestre. Donc la masse terrestre, elle fait 1. D'accord ? Ma masse terrestre qui fait 1, elle est 330 000 fois moins massive que le Soleil. D'accord ? Et donc vous voyez que la masse relative des planètes, Mercure est toute petite, 1/20 du Soleil, de la Terre, Vénus est à peu près la même taille que la Terre, Mars 1/10, Jupiter 320 fois la masse de la Terre, Saturne à peu près 100 fois, et Uranus et Neptune entre 15 et 20 fois la masse de la Terre. Donc vous voyez, la quasi-totalité du système solaire est dans le Soleil, et donc les planètes tournent autour de façon assez stable, parce que le Soleil est très massif. Alors on va parler un petit peu de distance maintenant. Évidemment ça c'est à l'échelle de taille et de masse, mais ce n'est pas à l'échelle de distance. Le système solaire est très grand. Supposez qu'on prenne le système solaire, sa taille totale, et qu'on la divise par un facteur 2 milliards, ce que j'ai fait ici. Vous avez le Soleil au centre, avec sa taille de 70 cm. En fait le Soleil il fait 700 000 km de diamètre, hein, de rayon, donc 1,4 km de diamètre. Donc le Soleil a 70 cm, évidemment sa distance à lui-même est nulle. Puis je vous ai rajouté une colonne ici qui correspond au temps que la lumière met pour parcourir la distance. Hein, pour vous donner une idée, ce qu'on appelle la distance lumière dans notre jargon. Et en général on emploie l'année-lumière pour tout ce qui est les objets stellaires. Dans le système solaire, c'est plutôt des minutes et des heures. D'accord ? Et donc allons-y, donc, on part du Soleil et on voyage 3 minutes et on arrive à 29 mètres, c'est la distance de Mercure par rapport au Soleil. Puis Vénus, 54 mètres, à peu près le double, on met 6 minutes pour y arriver. La Terre, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, c'est 8 minutes de voyage, 75 mètres de distance, et les autres planètes sont beaucoup plus loin. Mars est à peu près aux 2/3 de la Terre, la lumière du Soleil met 12 minutes pour lui parvenir. C'est pour ça que quand on envoie une sonde sur Mars, c'est toujours très compliqué de la piloter, parce qu'on doit envoyer les informations, il faut laisser le temps à la lumière d'arriver au rover pour qu'il puisse faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire instantanément de mouvement. Et donc il faut prévoir une semaine à l'avance tous les mouvements que va faire la sonde et les envoyer pour être sûr qu'ils arrivent, qu'ils soient bien intégrés et qu'ils puissent fonctionner. Et puis ensuite on attend, on espère que ça a marché, et puis 20 minutes après le début du mouvement, on voit si les instructions qu'on a expédiées fonctionnent. Hein. Donc 10 minutes aller, 10 minutes retour. Bien, Mars, Jupiter, qui fait 7 cm de rayon, donc à peu près 1/10 de la taille du Soleil. Il est à plus de 300 mètres, hein, à cette échelle-là, et la lumière met presque 1 heure pour arriver. Saturne, la lumière met plus d'1 heure, il est à 710 mètres. Vous voyez, votre modèle du système solaire divisé par 2 milliards, c'est compliqué de le faire tenir dans une salle, hein, même dans une ville, hein, puisque les planètes les plus lointaines, elles sont à 2 km. Hein. Et ça, c'est que les planètes du système solaire que l'on a répertoriées. Les petites planètes qui sont très au-delà, elles peuvent aller jusqu'à 1 jour-lumière. Vous voyez, on est très très loin des 4 heures. Voilà. Comment naissent les systèmes planétaires et les systèmes solaires ? Très simplement, la physique vous dit que quand vous avez un nuage de gaz, quelque part, si il est supporté par son mouvement, il ne va pas bouger. Si jamais il devient instable et qu'il finit par s'effondrer, on va supposer qu'il est sphérique au départ, il va devenir plus petit. Mais il a toujours un petit mouvement de rotation. Et c'est ce petit mouvement de rotation qui fait qu'il y a une asymétrie d'effondrement du nuage. Il va s'effondrer davantage dans le plan perpendiculaire à la rotation initiale,
Et cette rotation, au fur et à mesure où la taille du nuage diminue, elle augmente, conservation du moment angulaire, et donc vous allez avoir à la fin une crêpe qu'on appelle un nuage protoplanétaire. Il va tourner, et tout le nuage va tourner dans le même sens. Et au centre, c'est là où votre étoile va être formée. La majeure partie du nuage va se retrouver au centre, et vous allez avoir une toute petite partie du gaz qui va se retrouver autour de l'étoile centrale. Et après, le processus de création de l'étoile et des planètes se fait quasiment en même temps. En quelques millions d'années, on va créer, à partir du nuage protoplanétaire qui tourne dans le même sens, et de l'étoile en centre. Donc au centre, le nuage de gaz, on le verra quand on parlera des étoiles, il va commencer à briller, et autour, les planètes vont commencer à être formées. Et donc l'analyse de la façon dont ça se fait, c'est encore énormément de modèles qui ne sont pas encore très sûrs, mais on commence à avoir une idée à peu près claire de la façon dont ces disques protoplanétaires se forment. Donc d'abord une nébuleuse primitive, ensuite un disque qui s'est aplati perpendiculairement à la rotation, raison pour laquelle toutes les planètes tournent dans le même sens. La révolution des planètes est tout dans le même sens. Et donc ces planètes qui finissent par former, au bout de quelques millions d'années, un système à peu près stable. Bien. Alors quelques images qui illustrent un petit peu les différentes phases. Au tout début, le nuage de formation du système protoplanétaire, c'est ce qu'on appelle un nuage moléculaire. C'est très froid, c'est souvent neutre, et c'est fait principalement d'hydrogène avec des traces de poussière. Vous avez ici ce qu'on appelle un module de Bock, qui est un nuage moléculaire opaque. Et vous voyez qu'on ne voit pas les étoiles derrière, pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que la lumière est bloquée, et qu'on observe en visible ici. Si on fait la même image et qu'on observe dans l'infrarouge, on va pouvoir aller sonder le centre de là-bas et on va commencer à voir les étoiles. Vous voyez ? Ces étoiles qui apparaissent en rouge ici, ce sont des étoiles qui sont dans le nuage moléculaire, mais qu'on ne voit pas en lumière visible. Donc c'est important de pouvoir observer un même objet dans différentes longueurs d'onde. Voilà, donc ça c'est un nuage qui est en train de s'effondrer sur lui-même et de se rapprocher de la nébuleuse planétaire. Et vous avez ici une autre image d'une zone dans notre galaxie où vous avez de nouveau des taches noires ici. Chacune des taches est un nuage moléculaire et c'est ce qu'on appelle une région de formation d'étoiles, une pouponnière d'étoiles. À chaque fois que vous avez une zone sombre ici, un objet est en train de se former à l'intérieur. Première phase. Une fois que le nuage a commencé à s'effondrer, il va y avoir des phases successives de formation d'étoiles, et le processus implique la formation, quand l'étoile ici est en train de se former, pour qu'elle commence à briller l'étoile, elle doit ralentir. Même s'il y a une toute petite rotation au départ, le nuage de gaz s'est tellement effondré qu'à la fin, le centre très très dense de nuages tourne très très vite, trop vite, pour qu'il puisse s'effondrer sur lui-même et commencer à faire des réactions thermonucléaires pour commencer à briller. Et donc il faut un processus pour éliminer, ralentir, freiner cette rotation trop rapide du nuage de gaz central. Et ça se fait par l'émission de champs magnétiques. Ce que vous avez ici, c'est un système planétaire en train de naître au centre, avec du gaz qui a été éjecté par des voies magnétiques au nord et au sud. Alors ça, ce sont des modèles. Je vais essayer de le faire lancer pour voir si ça marche. Ça ne marche pas. Ça aurait été trop gentil. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. J'espère que c'est celui-là. Eh ben, tant pis, vous ne l'aurez pas. Je vous le mets. Tout ce que ça vous montre, c'est la formation d'un jet de matière qui modélise un petit peu ces deux jets de nuages. Et ces deux nuages ici ont emporté une partie du champ de la vitesse de rotation. Donc ils ont freiné le système, et donc le système s'effondre sur lui-même et finit par briller. Et en parallèle, vous avez la formation d'un disque d'accrétion autour. Vous voyez cette espèce de disque de crêpe que l'on voit de chaque côté de l'étoile en train de naître. Et vous voyez les différentes phases, on les voit ici. Vous voyez cette phase-là, où il y avait une espèce de nuage ici très noir,
avec les disques d'éjection, c'est la phase intermédiaire ici, dans la formation du système solaire. Vous voyez, tout ça, ce sont des objets qui ont été pris avec le télescope spatial Hubble dans le champ de notre galaxie, pas très loin de nous, dans des zones où les objets ne sont pas très loin. Donc ça nous permet de voir un petit peu les premières phases de formation des étoiles et de leurs planètes. Et puis, une fois que l'étoile a commencé à briller, les planètes vont commencer à se former, et là c'est vraiment les disques protoplanétaires qu'on voit ici, les zones sombres ici, autour des étoiles au centre, qui paraissent rouges parce que la lumière est absorbée. Ce sont des nuages protoplanétaires qui sont en train de se former, donc on est plutôt là dans ces phases-là, ici, donc dans les zones de phase 3 ou 4 de formation du système planétaire. Et là ici on a des tas d'observations de ces nuages de gaz en formation. Celui-ci est très connu, c'est Beta Pictoris. Et ce sont des observations en infrarouge. Ce nuage-là est très froid, donc il n'émet de la lumière que dans la partie infrarouge du spectre. Donc vous avez ici une image d'un disque d'accrétion. Et puis, dans ces disques d'accrétion, les planètes commencent à se former. Alors il y a une phase qui est très peu connue, qu'on appelle un peu la phase magique, qui est le moment entre les planétoïdes qui ont la taille de quelques centimètres et qui finissent par avoir la taille de quelques kilomètres. Et cette phase-là, elle est encore très mal connue et très mal comprise. Et les travaux de modélisation ne sont pas encore capables de nous faire passer des planétoïdes de quelques centimètres à quelques kilomètres. La phase suivante, une fois que le satellite est à le planétoïde à quelques centimètres, à quelques kilomètres, il grossit naturellement. Et c'est beaucoup plus facile de prendre les modèles à partir de là. Donc il y a un moment où on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais là, vous avez ici ce moment où les planètes ont commencé à être formées et elles sont en train de récupérer toute la poussière dans leur orbite, donc de nettoyer leur orbite, de récupérer ce nuage de gaz et de former donc des planètes. Et à chaque fois que vous avez, c'est un peu comme un rayon de disque, à chaque fois que vous avez un cercle noir, vous avez une planète en train de se former à cet endroit-là. Donc ce disque d'accrétion, il est en train de former 1, 2, 3, 4, 5 planètes, au moins. 5 grosses planètes, vous voyez. Et donc ce processus-là est assez rapide. Cette image-là a été prise par ce radiotélescope, puisque c'est des images encore de lumière très froide. Et donc vous voyez qu'on a besoin de radiotélescopes. Donc celui-là est au Chili, c'est ALMA qui s'appelle, et c'est un des grands radiotélescopes sur Terre qui nous permettent de faire des images très résolues. Donc voilà cette phase-là. Et puis, une fois que le système a été formé, on veut savoir quelles sont les étapes d'évolution. Donc je vous ai parlé de la phase un peu miraculeuse, qui est très rapide, mais qu'on ne comprend pas bien. Ensuite, entre 100 000 ans et 1 million d'années, on va former tous les planétoïdes qui vont s'agréger et qui vont bouger. Contrairement à ce qu'on croit, une planète ne naît pas à un endroit, elle peut migrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. La façon dont elle migre dépend complètement du système dans lequel elle est et de la façon aléatoire dont les planètes se sont formées à l'endroit où elles sont. Et là, je vais vous montrer, alors j'espère que ça marchera cette fois-ci, je vais vous montrer cette simulation en train d'évoluer, et vous allez voir que les planètes vont changer à la fois de taille et d'endroit sur leur position. Et on pense que Jupiter était beaucoup plus proche du Soleil au départ et qu'il a migré vers l'extérieur au tout début du système solaire pour se fixer à l'endroit où il est aujourd'hui. Et donc vous avez ici, là, on voit l'écran ? Hop. Voilà, et donc vous voyez ici, les planètes sont en train de se former, vous voyez tout en bas, et vous avez ici la densité, donc la taille des planètes en fonction de leur position autour du Soleil. Donc vous voyez, celle-ci elle est stable, elle ne bouge pas beaucoup, mais les autres vous voyez qu'elles bougent énormément, et vous avez en haut le temps qui se passe en millions d'années, et vous voyez que ça peut aller très très vite. Vous voyez les planètes qui peuvent bouger en taille et en masse et en position, et puis parfois elles entrent en collision, elles forment une nouvelle planète, et elles se stabilisent à cet endroit-là. Et ça peut mettre plusieurs dizaines de millions d'années à se stabiliser, puis une fois que le système est stabilisé, le système planétaire, eh bien il ne bouge plus. Donc ça c'est un système un petit peu similaire au système solaire. Donc on pense que le Soleil a dû se former, le système planétaire solaire a dû se former comme ça il y a 4,5 milliards d'années. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voyager de l'espace lointain et on va se rapprocher du Soleil et on va voir un petit peu tous les phénomènes qu'on a dans le système solaire. C'est notre connaissance aujourd'hui de notre environnement très très local du système solaire actuel. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit du tout mais que je répéterai souvent, c'est
notre univers local, il est fermé, il est confiné. Nous sommes attachés, nous, sur Terre, à la Terre au Soleil, et la Terre ne voit pas autre chose que le Soleil. Elle est un peu perturbée par les planètes autour, mais elle est vraiment attirée par le Soleil. Le Soleil, il voit le centre de la galaxie, il tourne autour de notre galaxie, et tout le système solaire est confiné. Imaginez qu'une étoile passe à proximité du système solaire, il peut faire basculer le Soleil dans son orbite, le Soleil va partir de notre orbite, les planètes du système solaire ne seront pas perturbées, elles ne voient que le Soleil. Tout ce que ça veut dire, c'est que notre ciel nocturne va changer, c'est tout. Mais nous, ça ne fera aucun impact. Donc c'est ce qu'on appelle le confinement gravitationnel. Et comme ça, par coquilles successives, l'univers est complètement confiné, et donc on peut vivre notre vie comme on veut. Si jamais tout explose autour de nous dans notre galaxie, on ne s'en rendra pas compte. Parce que nous, il n'y a que le Soleil qui nous importe. D'accord ? Voilà. Donc on part de notre galaxie. Ça, c'est une galaxie qui ressemble à la nôtre. Alors évidemment, on est dans notre galaxie, donc on ne peut pas l'observer, nous. Donc on a pris une galaxie qui lui ressemble. Et le Soleil est à peu près à cette distance du centre de la galaxie. Il tourne autour de notre galaxie en 200 millions d'années à 220 km par seconde. Et donc, on va se rapprocher de ce Soleil. Donc le Soleil, il est dans le plan de la galaxie, et tout autour de nous, on a d'autres étoiles, et les autres étoiles sont très loin du Soleil. L'étoile la plus proche, c'est 4 années-lumière, il faut 4 ans à la lumière pour voyager, et vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il faut quelques heures pour aller aux étoiles les plus lointaines de notre système. Des heures, des années. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes échelles. Et donc, on est tout seul dans notre coin d'univers, et on se promène. Et donc, là, on s'est rapproché du Soleil. Le Soleil ressemble encore à une étoile. Autour de nous, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que les étoiles les plus proches sont beaucoup plus loin que ce qu'on est. Donc, on continue de s'approcher. Et là, quand on arrive à environ, on va dire, à l'intérieur d'une année-lumière, quelques mois-lumière, on commence à voir, alors je ne sais pas si on le voit bien ici, là, mais sont apparus des tas de petits points blancs. Vous voyez ces points blancs ? Voilà. Alors ça, c'est un nuage qu'on a hypothétisé, parce que quand on a observé la période et l'orbite des comètes qui voyagent, on ne sait pas d'où elles viennent. Et donc on a fait l'hypothèse qu'il existait autour de nous un réservoir de comètes qui sont perturbées de temps en temps quand une étoile passe à proximité. Ceux-là, ils sont beaucoup plus loin du Soleil que nous, donc ils sont moins confinés gravitationnellement que le Soleil. Donc quand une étoile s'approche, elle peut perturber un petit peu les trajectoires de ces objets, et ils se mettent à tomber vers le Soleil. Et c'est elles qui produisent les comètes. C'est ce qu'on appelle le nuage de Oort. Ça correspond à quelques jours-lumière à peu près, de taille. Donc on s'approche. Vous voyez, je vois, il y a l'orbite. Vous voyez, c'est un peu moins d'une année-lumière. Et donc là, on est vraiment sorti de l'orbite du Soleil et on peut être perturbé par les étoiles autour. Et là, la petite orbite que vous avez là, c'est l'orbite de la planète Pluton. Donc on va se rapprocher. Et ce que vous avez ici, c'est une petite planète qui ressemble à Pluton, qu'on appelle Sedna, qui a été découverte dans les années 80 et qui est à peu près la même, qui est même un peu plus grosse que Pluton, mais qui tourne à très grande distance dans cette zone-là. Dans cette zone-là, ici en particulier autour du plan du Soleil. Et ces petites planètes du système solaire, il y en a des centaines autour de nous. On commence à en détecter de plus en plus. Ce sont des objets qui sont relativement difficiles à observer, relativement faibles sur le ciel, et on a appris leur existence il y a à peine une vingtaine d'années. Donc ça ici, c'est le résultat d'une pause de 1 heure. Et ce qu'on voit ici, c'est la trace de la planète par rapport aux étoiles qui sont immobiles. Vous voyez, c'est une étoile qui est immobile, c'est ce qu'on appelle le parallaxe. Et donc c'est comme ça qu'on détecte un objet qui est autour de nous et qui est proche. Et vous voyez, son vitesse apparente, c'est de l'ordre de 12 km par seconde par rapport à nous. Donc il va à une vitesse très faible. La Terre, elle va à 30 km par seconde, elle va beaucoup plus vite, nous, autour du Soleil. Donc c'est un objet qui est très lointain. Et donc, c'est une vitesse qui est relativement faible et un objet qui est relativement lointain et relativement froid. Pour lui, il voit le Soleil comme une étoile. Donc là, on retrouve les photos que je vous ai montrées, et vous voyez les orbites supposées de ce fameux objet qu'on appelle Sedna, qui tourne autour du Soleil, et on voit les orbites apparentes de l'objet. Et là, vous avez les orbites de tous les objets détectés. Il y a à peu près quelques centaines de ce type-là. Donc entre la planète Pluton et l'astéroïde Cérès, autour de nous, dans le système solaire, et on s'aperçoit que ceux-là, ils sont tous dans le plan
Donc c'est ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est tous les objets, petits objets du système solaire, il y en a très nombreux, qui sont des petites planètes et qui nous tournent autour. Et donc vous voyez, il y a plus de 3600 petites planètes connues, enfin des comètes ici. Pour certaines, ce sont ces planètes qui ont été déviées vers le Soleil. Pour d'autres, elles viennent du nuage de Oort. Et parmi ces 4000 comètes, il y en a 400 qui reviennent régulièrement sur des orbites périodes courtes, donc qui ne sont pas trop loin de nous, qui ont des orbites très elliptiques, mais qui reviennent. Et vous savez, les comètes, ce sont des objets qui ressemblent à des astéroïdes, mais qui ont une forte contenue d'eau. Ils contiennent beaucoup d'eau. Et donc, quand ils se rapprochent du Soleil, eh bien, ils s'évaporent. Et vous avez ici un noyau de comète qui a été observé, qui a été utilisé par la NASA, qui a balancé un satellite à très haute vitesse pour voir ce qui se passait, pour voir l'intérieur de l'objet. Ce qu'on appelle les sondes impactantes. Et donc moi à l'époque j'étais à Hawaï et j'avais fait un film de ce qui se passait au moment où l'impact avait été fait. On voit la lumière qui augmente autour du noyau. Alors c'est tout petit, c'est quelques kilomètres. Vous envoyez un satellite dessus et vous essayez de percer la surface de l'objet et de voir un petit peu quelle est la composition interne. Ces objets très lointains, ces comètes, ces noyaux, sont des objets qui ont très peu évolué parce qu'ils sont loin, froids, et qu'ils ne sont pas modifiés par le rayonnement solaire. Et donc ce sont des fossiles pour nous, ça nous permet de remonter à la composition du système solaire, au tout début du système solaire, et donc les observer, comprendre leur composition, c'est comprendre à quoi ressemblait le système solaire il y a 4 milliards d'années. C'est notre seule façon de faire un petit peu d'observation très profonde du Soleil. Et voilà à quoi ressemble une comète quand elle se rapproche du Soleil. Le nuage, l'eau s'évapore et elle forme ces immenses queues de comètes que l'on voit bien dans la nuit. Alors vous avez dû en voir quelques-unes. Les plus brillantes sont visibles à la nuit, au début et à la fin de la nuit. Et donc ces comètes sont des reliques du système solaire qui nous viennent de très loin et qui sont périodiques. Alors vous avez un film assez amusant qui vous montre une comète dans le vent solaire. Ça a été fait par un satellite solaire qui observe le vent solaire. Donc, vous voyez cette espèce de nuage là ici, c'est pas du brouillard, c'est pas notre atmosphère, c'est le vent solaire. C'est les particules cosmiques qui ont été éjectées du Soleil et qui voyagent entre les planètes, donc du Soleil vers l'extérieur. Et là, vous avez une comète qui arrive, et une partie de la queue de la comète a été arrachée par ce vent solaire. Je vais refaire le signal. Et c'était la première fois qu'on voyait des phénomènes d'interaction entre le vent solaire et la queue de planète. Vous voyez, la queue de la comète. Alors ça, c'est un time-lapse qu'on appelle. C'est sur plusieurs semaines qu'on a fait ce film. Et donc, c'est beaucoup moins lent que ce qu'on voit là. Et ça vous montre un petit peu les interactions. Le milieu interplanétaire est très agressif pour nous. C'est vraiment un milieu qui n'est pas du tout propice à la vie. Ce rayonnement cosmique, c'est un des problèmes les plus importants pour les voyages entre les planètes, les voyages habités. On n'a pas encore trouvé de solution pour protéger les astronautes, pour éviter qu'ils ne meurent d'un cancer en arrivant sur Mars. C'est quand même dommage, que ça a coûté très cher. Et bon. Voilà, donc une comète, c'est ça, vous voyez, quand c'est loin du Soleil, c'est froid, et donc c'est gelé. Puis quand ça se rapproche du Soleil, eh bien, il y a des petits geysers d'eau qui s'évaporent. Et en gros, c'est comme une boule de neige, elle s'évapore et elle diminue de masse et elle forme ces immenses queues. Et ce sont des phénomènes qui durent plusieurs mois. Voilà. Alors, on a passé le rayon des comètes, on s'approche et on arrive dans le domaine des géantes gazeuses, des planètes extérieures. Et quelle heure est-il ? C'est l'heure ? On s'arrête, vous êtes fatigué ? Allez, je vous relâche.